Kamala! Thank you. We will make America powerful again. Because I believe everyone has a right to safety, to dignity. Bonjour, je suis Alexis Buisson, correspondant du journal La Croix à New York. Jusqu'à l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier, retrouvez 3 épisodes bonus du podcast C'est ça l'Amérique, les élections américaines racontées par des experts qui vivent aux États-Unis. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. On connaissait Elon Musk, le milliardaire iconoclaste, entrepreneur de génie pour les uns, tyrannique et brutal pour les autres. Son CV n'a de secret pour personne. Il est notamment le patron de la compagnie d'exploration spatiale SpaceX, du constructeur de voitures électriques Tesla, ou encore du réseau social X, l'ancien Twitter, qu'il a racheté pour plus de 40 milliards de dollars. Après la première tentative d'assassinat de Donald Trump en juillet 2024, l'homme le plus riche du monde a décidé de mettre tout son poids et une partie de son immense fortune derrière la candidature du républicain. Un pari gagnant. En novembre, Donald Trump l'a nommé avec Vivek Ramaswamy, un entrepreneur qui a participé aux primaires républicaines pour la Maison-Blanche, à la tête d'une entité chargée de recommander des coupes importantes dans le budget de l'État fédéral. Cet organe s'appelle DOGE, un acronyme pour Département de l'efficacité gouvernementale, qui est aussi un clin d'œil à la monnaie virtuelle promue par Elon Musk depuis des années, le Dogecoin. En réalité, les liens entre les deux milliardaires dépassent ce simple organe consultatif. Depuis la victoire de Donald Trump, le chef d'entreprise est quasiment toujours aux côtés du futur président, que ce soit dans les couloirs du Congrès pour rencontrer les élus républicains, au bord d'un ring de catch, dans son jet privé autour d'un hamburger, ou encore dans la résidence du président élu, à Mar-a-Lago, où il a participé à une photo de famille avec le clan Trump. Kai Trump, la petite fille de Donald, a dit que Musk avait acquis le statut de tonton. Pour le New York Times, il est, je cite, le citoyen privé le plus puissant des États-Unis. La situation est inédite dans l'histoire du pays. Jamais un homme aussi riche, à la fois capitaine d'industrie, influenceur, grand donateur et conseiller informel, n'avait été aussi proche du sommet du pouvoir. Cette alliance entre les deux hommes peut-elle durer pendant les 4 années qui viennent ? Qu'ont-ils à y gagner ? J'ai posé ces questions à Julie Girard, auteure franco-américaine de romans inspirés du monde de la technologie et publiée chez Gallimard. I have the high privilege and distinct honor to present to you the President of the United States. Bonjour Julie Girard. Bonjour Alexis. Merci beaucoup d'accepter de faire cette interview sur un personnage que les Américains connaissent relativement bien, Elon Musk. Et aujourd'hui, là, on le découvre dans un rôle complètement nouveau, un rôle de soutien à Donald Trump. Qu'est-ce que ces actions pendant cette phase de passation de pouvoir disent de l'influence qu'il pourrait avoir dans les 4 années qui viennent ? Alors effectivement, Elon Musk joue un rôle extrêmement important dans la phase de transition, au tel point qu'on l'a surnommé le First Buddy, le premier compagnon de Donald Trump. Il est à Mar-a-Lago, il est présent dans les réunions. On l'a vu en réunion, on nous a dit qu'il était en réunion avec Donald Trump et Zelensky, avec Sundar Pichai. Donc il a un rôle vraiment de premier plan. Il est a priori celui qui sera en charge avec Vivek Ramaswamy du DOGE, c'est-à-dire le département de l'efficacité gouvernementale. On peut très bien imaginer que son rôle ira au-delà. Alors en ce qui concerne le DOGE, l'objectif de Vivek Ramaswamy comme de Elon Musk, c'est vraiment de réduire le budget annoncé à 2 000 milliards de dollars de réduction sur les 7 000 milliards de dollars du budget fédéral annuel, mais aussi de réduire la réglementation fédérale, qui compte aujourd'hui plus de 90 000 pages, c'est un record historique, et qui est lié notamment au lobbying. Donc de ce point de vue-là, on sait qu'il aura un impact. Après, combien de temps va durer cette relation ? C'est la grande question. Pour moi, le plus grand risque de dissension entre ces deux hommes, c'est leur vision de l'économie. C'est-à-dire que si on regarde le mandat de Donald Trump, le premier, on voit qu'il a fait une politique de déficit importante, alors que le programme de Musk, au sein de cet organe extra-gouvernemental, DOGE, c'est vraiment la réduction des déficits, c'est-à-dire l'application d'une politique de libéralisme économique, de réduction de l'État, réduction de la dette, qui est un des principes défendus par les libertariens, au contraire d'un populisme beaucoup plus porté sur le déficit, comme l'avait proposé Trump dans sa première mandature. Donc la question, c'est comment est-ce qu'ils vont s'aligner et est-ce que Trump va suivre les recommandations de Musk et de Vivek Ramaswamy.
On sait que Donald Trump n'est pas nécessairement quelqu'un qui aime qu'on lui fasse trop d'ombre. Est-ce que ça peut créer des tensions avec cet autre milliardaire qui est très actif et très visible ? Oui, ça peut créer des tensions, mais je crois que tous les deux ont besoin et s'apportent l'un à l'autre. Musk incarne une valeur universelle, la puissance insurpassable, je dirais, de la raison, la grandeur de l'humanité conquérante par sa rationalité, celle qui est capable d'aller à contre-courant des épistémologies situées, qui n'ont jamais envoyé ni fait atterrir gracieusement la moindre fusée. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, il incarne une image dont Donald Trump a besoin et qui le rejoint aussi dans sa vision patriotique de l'Amérique, cet American Dream, ce rêve américain revitalisé. Donc, de ce point de vue-là, il se rapproche. Il peut y avoir des tensions, effectivement, entre eux, en termes de personnalité, mais je crois vraiment que, dans ces cas-là, c'est parce qu'il y a une espèce de spécularité. Ils se ressemblent beaucoup et sont tous les deux avides de pouvoir. C'est peut-être de ce point de vue-là que ça risque de coincer. Est-ce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts ? Oui, je crois que le risque de conflit d'intérêts, il est majeur à plusieurs points de vue. Tout d'abord parce que, avec les agences fédérales, vous savez que le DOGE devrait travailler, donc cet organe pour la réduction des déficits devrait travailler avec le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche, qu'on appelle le OMB. Or, ce OMB est impliqué dans des réglementations qui touchent directement au contrat de Tesla et de SpaceX, deux entreprises détenues par Elon Musk. On sait notamment que SpaceX a récemment remporté des contrats gouvernementaux de plus de 700 millions de dollars dans lesquels cet organe était impliqué, mais également au niveau géopolitique, puisque Elon Musk a près de 50 milliards de dollars de sa fortune personnelle qui est immobilisée en Chine. La moitié de la production de Tesla se fait en Chine. Or, on sait que Donald Trump est très dur sur la politique envers la Chine. Donc là, une question se pose. Et la même question se posait aussi également avec l'Ukraine, puisqu'il y a eu une implication de Starlink dans la guerre en Ukraine. Par conséquent, Elon Musk est toujours à la bordure entre à la fois les intérêts privés de ses entreprises et les intérêts de l'État américain. Je dirais que pour l'instant, si le pari est risqué, c'est parce qu'il y a un risque de dissension à un moment donné potentiel avec Donald Trump, mais que le plus gros risque, c'est si dans 4 ans, le Parti démocrate l'emporte et qu'effectivement, Elon Musk se trouve dans une situation en porte-à-faux avec le gouvernement qui arrive. Mais pour l'instant, sur le papier, si vous voulez, il a beaucoup bénéficié de cette élection. Ces entreprises ont gagné près de 100 milliards de dollars de valorisation dans les dernières semaines. Donc pour l'instant, c'est un pari gagnant. Est-ce que c'est risqué ? Oui, mais est-ce que ce n'est pas justement toute la philosophie de Musk que de prendre des risques ? Une question encore sur peut-être le parcours d'Elon Musk, le parcours politique. C'est quelqu'un qui s'est régulièrement présenté comme indépendant, qui a voté démocrate en 2020. Là, aujourd'hui, il soutient Donald Trump corps et âme, si je puis dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elon Musk a été très clair sur ce point, notamment dans un entretien qu'il a donné à Joe Rogan, qui est un podcasteur américain extrêmement suivi. Pour lui, le Parti démocrate d'aujourd'hui n'est pas le Parti démocrate d'hier. C'est un parti qui est devenu anti-liberté d'expression à son sens, qui a beaucoup trop supporté, encouragé l'identitarisme. Elon Musk s'est vraiment élevé contre ce qu'il appelle le woke mind virus, le virus de la pensée woke. Et donc, je pense que c'est pour cette raison, précisément, qu'il s'est détaché du Parti démocrate. Comment vous jugez l'influence qu'il a eue sur la candidature de Donald Trump ? Je pense qu'elle a été absolument déterminante pour 3 raisons. La première, c'est le soutien financier. On dit que Elon Musk a donné près de 200 millions de dollars à la campagne du Parti républicain, ce qui signifie un peu plus de 20% du financement de la campagne présidentielle, ce qui est colossal. Ensuite, il y a également cette image dont je parlais de la grandeur de l'Amérique conquérante, qui a vraiment renforcé, je dirais, l'image de Trump, qui avait été très, très abîmée par le 6 janvier et qui a redoré d'une certaine manière son blason. Il a d'ailleurs véhiculé cette image positive d'une Amérique conquérante sur sa plateforme X. Et on peut même imaginer que X fait partie, d'une certaine manière, du financement de campagne du Parti républicain. On a même été jusqu'à parler de campagne des mèmes, puisque Elon Musk était extrêmement présent tous les jours auprès de ses 206 millions d'abonnés et publiait en permanence des informations, et notamment ces petites images ou vidéos humoristiques. Et puis enfin, la troisième, je crois qu'il lui a apporté aussi des idées disruptives, comme ce Dodge, et également une vision analytique. Je crois que Musk incarne une nouvelle élite qui est une élite plus centrée sur une approche analytique des choses. Sur le style, je trouve qu'effectivement qu'il y a des points de convergence. Ils ont un franc-parler, voire une certaine, alors encore plus pour Donald Trump que pour Elon Musk, une certaine vulgarité dans les propos, des outrances. Après, je trouve que les profils sont quand même
relativement différents. Musk, c'est un homme de la tech, c'est quelqu'un qui est vraiment un ingénieur de formation, qui est très analytique, bayésien, qui embrasse le risque, mais des risques calculés quand même. Donc, il y a vraiment une approche presque probabiliste du réel, je pense. Alors que chez Trump, c'est plus intuitif, c'est plus l'animal politique qui parle. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les deux se complètent. He created the first major American car company in generations in his rocket company. Take over, Elon. Yes, take it. Elon Musk est la figure de proue de la tech de droite, un mouvement au sein de la Silicon Valley qui réunit de richissimes inventeurs et investisseurs libertariens qui ne font pas mystère de leurs affinités avec Donald Trump. Ces dernières années, cette tech right est devenue de plus en plus active dans l'arène politique. Ainsi, Peter Thiel, le cofondateur avec Elon Musk de la plateforme de paiement PayPal, a soutenu Donald Trump dès sa première candidature en 2016 en faisant un discours remarqué pendant la Convention nationale républicaine où l'homme d'affaires a été investi candidat du parti à la Maison-Blanche. Avant d'apporter son appui à Donald Trump, Elon Musk avait promis qu'il ne financerait la campagne d'aucun candidat, mais cela a changé à la suite de la première tentative d'assassinat contre le républicain. En plus de lui ouvrir son portefeuille et de tenir des meetings à ses côtés, il a utilisé son immense mégaphone qu'est la plateforme X pour relayer auprès de ses plus de 200 millions d'abonnés des thèses défendues par le futur président, par exemple les prétendus mensonges des médias traditionnels, les dangers de l'immigration illégale et du wokisme. Qu'est-ce qui fait que cette tech de droite, comme on l'appelle ici, prend de l'ampleur ces dernières années et a l'impression qu'elle devient effectivement de plus en plus visible et organisée? Ce groupe d'hommes de la tech autour d'Elon Musk qui ont soutenu Donald Trump, on les appelle la PayPal Mafia. C'est-à-dire Peter Thiel, qui est le dirigeant de Palantir, Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, David Sacks, qui est un VC, un venture capitaliste. Et donc, ces hommes, je trouve, ont été très bien décrits par le politicien Nate Silver dans son dernier livre qui vient de paraître, qui s'appelle On the Age, The Art of Risking Everything, où il distingue justement ces hommes qu'il appelle les hommes de la rivière, qui sont des hommes très analytiques, qui sont prêts à prendre des risques, effectivement, et qui sont prêts à aller surtout à contre-courant de la doxa, à contre-courant des idées du progressisme, et qui s'opposent au village, qui serait le progressisme libéral de Washington, des élites issues de la Ivy League et des médias comme le New York Times. Ce groupe d'hommes de la tech incarne une nouvelle élite, je crois, qui se dit que l'Amérique est allée beaucoup trop loin dans une politique identitariste, qu'il y a une dérive et qui veulent revenir à des valeurs conservatrices qu'incarnent Donald Trump et le Parti républicain. Ça répond aussi, je pense, à une situation économique. La classe moyenne souffre terriblement aux États-Unis. On a dit du président Biden que son bilan économique était positif, mais en réalité, il faut segmenter. C'est-à-dire que les populations les plus défavorisées ont bénéficié d'une hausse du salaire minimum. Les populations les plus favorisées, les personnes les plus privilégiées, ont bénéficié d'une hausse des rendements du capital supérieure à l'inflation. Mais la classe moyenne au milieu a beaucoup souffert. Et donc, il y a un retour, si vous voulez, aux fondamentaux, et notamment à la question économique. D'où, effectivement, aussi l'émergence de cette formation d'un organe lié à la réduction du déficit au sein de ce gouvernement proposé par Elon Musk et adoubé par Trump. Ça paraît contradictoire que ces hommes soient contre ce qu'on peut appeler le wokisme, etc., alors que la Silicon Valley, c'est quand même un endroit très où il y a une grande diversité, etc. Comment on explique cette contradiction ? Je crois que ce sont des hommes de la raison. En tout cas pour ce groupe autour d'Elon Musk, qu'effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la Silicon Valley, et notamment les grandes GAFAM, qui soutiennent les principes du wokisme. On parle de bureaux DEI dans les grandes entreprises, c'est-à-dire les bureaux diversité, équité, inclusion, qui favorisent les principes de justice sociale. Mais vous avez une tranche d'entrepreneurs qui sont des gens rationnels et qui considèrent que ça allait beaucoup trop loin et que les principes de la raison, c'est-à-dire le travail et la méritocratie, devraient être prédominants et qu'il n'y a pas de raison de fonder des politiques sur la race ou sur le genre, mais qu'il faut considérer la population américaine dans son intégralité et fonder des politiques sur le mérite et sur le travail. C'est vraiment les deux valeurs, je crois, qui les caractérisent.
Et ce sont souvent des hommes qui se sont faits seuls. D'ailleurs, même Elon Musk, si vous voulez, certes, il vient d'une famille plutôt aisée d'Afrique du Sud, mais lorsqu'il est parti faire ses études d'abord au Canada, puis aux États-Unis, il n'a pas été soutenu par son père. Il a obtenu des bourses pour étudier à l'Université de Pennsylvanie. Il faisait des petits boulots en plus. Et donc, si vous voulez, c'est un de ces entrepreneurs qui sont des self-made men. Et ça, je crois que c'est très important comme élément dans la compréhension de la situation. Certains pourraient dire qu'il a aussi bénéficié de l'argent du gouvernement pour développer certaines de ses entreprises. SpaceX, c'est un bon exemple, avec les contrats noués avec la NASA, mais aussi différentes incitations fiscales pour Tesla, les voitures électriques, etc. Oui, pour Tesla, par exemple, on sait qu'il y a $7 500 de subvention du gouvernement sur l'achat d'une Tesla aujourd'hui. Donc, effectivement, son entreprise en bénéficie. Mais, encore une fois, ça, c'est l'entrepreneur qui parle. Je crois que la philosophie fondamentale de ces hommes, ce sont vraiment tous des libertariens qui considèrent que l'efficacité optimale de l'État, c'est lorsque l'État est moins présent, moins puissant. Et ils sont aussi très, très, très centrés et très grands supporters de la liberté d'expression. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi un autre élément déterminant. C'est très important dans la société américaine. On n'a pas du tout la même vision de la liberté d'expression qu'en France. Le premier amendement garantit une liberté d'expression quasiment totale. Et il y a cette idée du côté républicain qu'elle n'est plus aujourd'hui garantie dans les faits, dans ces entreprises, dans ces universités, parce que justement le wokisme, entre guillemets, l'identitarisme, viendrait contredire, et d'ailleurs contredit ce principe. Avant d'aller plus loin, faisons un point sur la mission confiée à Elon Musk par Donald Trump, taillée dans le budget de l'État fédéral. L'objectif de l'entrepreneur, trouver 2000 milliards de dollars d'économies, ce qui représente un tiers du budget national. Une tâche qui doit être complétée d'ici le 4 juillet 2026, date du 250e anniversaire des États-Unis, et Donald Trump a décrit lui-même cette initiative comme le projet Manhattan du XXIe siècle, du nom de l'initiative qui a abouti à la création de la bombe nucléaire. Certains jugent la mission impossible. En effet, une grande partie du budget sert à financer le système de sécurité sociale et la défense nationale, poste auquel Donald Trump a promis de ne pas toucher, mais aussi le remboursement des intérêts de la dette. Toute coupe devra également être approuvée par les parlementaires et pourrait être contestée dans les tribunaux. Musk a toutefois déjà identifié ce qu'il considère comme des sources de gaspillage. Sur sa plateforme X, il en a cité plusieurs. Par exemple, une étude de $516 000 sur les effets du racisme sur le cerveau ou encore le financement d'initiatives de promotion de la diversité dans des pays étrangers. Il est aussi allé jusqu'à partager les noms de plusieurs fonctionnaires dont il voudrait supprimer les postes. Certains ont fait l'objet de cyberharcèlement à la suite de ce geste. Your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is going to fix that. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing! Julie Girard, cet objectif de 2000 milliards de réduction, est-ce que c'est un objectif réaliste pour Elon Musk ? Je crois qu'il a totalement raison de considérer qu'on peut faire des coupes budgétaires. Je crois que la situation des États-Unis aujourd'hui, avec un déficit de 6% du PIB, une dette de 100% du PIB, et puis 36 000 milliards de budget, c'est quand même colossal. Et donc, par conséquent, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il peut couper 2000 milliards de déficit en un an ou même en 2 ans ? La réponse est probablement non. S'il arrive déjà à couper 25% de cela, ce sera déjà un record. Mais est-ce qu'il y a des économies à faire ? La réponse est absolument oui. Et je crois que, encore une fois, le président argentin Javier Milei est un bon exemple de cette nécessité de ne pas laisser le déficit de l'État courir trop loin. On sait que de toute façon, s'il y a trop de déficit, on aura de l'inflation et par conséquent, tous les Américains en pâtiront, en particulier la classe moyenne. Et on reproduira l'écueil de Joe Biden qui pourrait mettre en difficulté les républicains dans 4 ans.
Et il faut rappeler effectivement que lui ne peut faire que des recommandations, Elon Musk, dans le cadre de cette entité gouvernementale. C'est pas lui qui coupe directement le... Cet organe est extra-gouvernemental, donc effectivement, il n'a pas d'implication dans le gouvernement. Il ne pourrait pas en avoir de toute façon parce que les conflits d'intérêts seraient trop importants avec ces entreprises. Et légalement, il serait obligé de se retirer de ces entreprises pour pouvoir entrer au gouvernement, ce qui n'est absolument pas d'actualité. Donc effectivement, ce ne seront que des recommandations. On peut espérer, en tout cas pour partie, que certaines soient suivies. Il y a un autre sujet sur lequel Elon Musk pourrait apporter quelque chose d'important à Donald Trump, c'est la conquête spatiale. Oui, je crois que effectivement, c'est un projet qu'ils pourraient faire ensemble. Trump n'a pas eu l'occasion de faire un projet d'envergure dans son premier mandat, puisqu'il a dû faire face à la crise du Covid. Mais dans l'état actuel des choses, il pourrait envisager un grand projet spatial qui serait la conquête de Mars, puisque c'est justement ce que prône Elon Musk. Et je crois que c'est très important en termes de soft power. C'est-à-dire que ça donne une image de l'Amérique conquérante, grandiose, qui justement fédère les deux hommes, qui rappelle aussi un peu ce qu'avait cherché à faire Reagan en élargissant la NASA, et qui est très importante dans l'imaginaire collectif américain, qui ravive effectivement le patriotisme et qui donne aux Américains l'idée vraiment d'un pays conquérant, d'une grandeur retrouvée. Merci beaucoup, Julie Girard. Merci à vous. L'omniprésence d'Elon Musk créait déjà des tensions avec des membres de l'équipe de Donald Trump. L'un des principaux conseillers du président élu se serait emporté contre lui en novembre lors d'un dîner à Mar-a-Lago en raison d'un différend sur la nomination de potentiels ministres et responsables d'agences, un processus sur lequel Musk tente de peser publiquement et en privé. S'il n'a pas réussi à imposer son favori au département du Trésor, le businessman a obtenu un beau cadeau de la part de Donald Trump. Le futur président a nommé à la tête de l'agence spatiale NASA un proche d'Elon Musk, sans expérience gouvernementale. Il s'agit de l'homme d'affaires Jared Isaacman, un astronaute privé qui s'est rendu dans l'espace à bord de capsules SpaceX. Sa sélection doit encore être approuvée par le Sénat. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode bonus de C'est ça l'Amérique. On se retrouve la semaine prochaine. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self.